Les antibiotiques représentent-ils vraiment une menace pour la santé? Alors nous savons tous, ou presque tous, que les antibiotiques s'adressent aux bactéries, c'est-à-dire les antibiotiques sont censés lutter contre les bactéries et les détruire. Les antibiotiques n'ont pas d'action sur les virus. Donc, on s'aperçoit qu'avec le temps, eh bien, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Alors, ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Donc, résistance aux antibiotiques représente une réelle menace pour la santé, une grave menace pour la santé. Alors, les antibiotiques ont été découverts, leur action du moins au milieu du XXe siècle, ce qui a permis de faire des progrès considérables dans le cadre de maladies infectieuses, c'est-à-dire de maladies bactériennes en fait infectieuses, plus spécialement évidemment, puisqu'on ne parle pas des virus pour les antibiotiques. Et donc, progrès considérable dans le sens où certaines maladies dues à des bactéries ont pu être éradiquées grâce à certains antibiotiques. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des populations de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques et il y en a de plus en plus. Donc, nous ferons la comparaison de la résistance tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on se pose un peu la question. Résistance, et cette résistance s'amplifie. Donc c'est un problème de santé, et c'est même un problème de santé majeur. Donc on peut se poser la question, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des résistances aux antibiotiques? Et est-ce que le milieu médical, est-ce que le corps médical peut limiter l'effet négatif de ces antibiotiques dans le sens où les bactéries sont résistantes? Alors, évidemment, sans doute que la population elle-même va avoir un rôle à jouer, et c'est même certain que la population a un rôle à jouer, mais le milieu médical a un rôle à jouer également, mais prendre trop d'antibiotiques incite à la résistance. Pourquoi? Alors nous allons voir que le système le génotype, en quelque sorte, est en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a, au niveau de l'ADN, toujours et encore des mutations. Alors, dans d'autres domaines concernant le cancer, on a parlé de mutations, on a parlé d'éléments cancérigènes, etc. Et toujours, presque tout chez les êtres vivants se rapporte au système génétique, qui est la base c'est un peu c'est la base de la vie en fait. Bon. Pourquoi? Parce que au départ, on a bien une cellule et une seule cellule, qui est la cellule œuf. Et qu'est-ce qui va faire que l'on va devenir un homme, une femme, un animal? Un tigre, un lion, un singe, une poule, etc. Eh bien, c'est un programme que l'on appelle le programme génétique qui va se mettre en place pour faire en sorte que de cette seule cellule en ressorte un organisme complexe, compliqué, dans lequel les unités structurales et fonctionnelles seront pas les bactéries, mais les cellules, et l'ensemble des cellules va former un organisme, donc, dans lequel il y aura donc des organes, donc des tissus, etc., des spécialisations cellulaires, etc. Et tout est explicable, en fait, lorsque l'on comprend ce qui se passe au niveau du système génétique. Et là encore, on verra que la résistance aux antibiotiques est bien due à des adaptations par mutation à certains antibiotiques qui, hier, par exemple, pour une bactérie précise, était efficace dans le sens où la bactérie était éliminée, mais qui aujourd'hui devient inefficace. Pourquoi? Parce que génétiquement, la bactérie a développé une résistance à ces antibiotiques parce que la mutation a été favorable. Alors on retrouve un petit peu ces éléments de comparaison
d'adaptation à certains produits chez les moustiques aussi. Vous avez des moustiques qui résistent, voilà. Et vous avez, je soupçonne même, mais ça c'est pas, ça n'engage que moi, qu'il y a eu des mutations de certains moustiques qui ont fait que les moustiques, on ne les entend plus. Donc c'est ce que j'ai remarqué ce printemps, ou cet été-automne 2021, où j'ai remarqué qu'il y avait des moustiques qui nous piquaient la nuit, mais on ne les entendait plus. Ça veut dire qu'ils viennent, ils tournent autour de nous, ils se posent sur nous, ils nous piquent pour aspirer le sang. Ce sont les femelles en fait qui nous piquent, mais il n'y a pas de bruit. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, origine de l'antibiorésistance. Pourquoi est-ce que les bactéries deviennent résistantes? Ce n'est pas une obligation, hein, mais on constate qu'il y a une résistance quand même. Donc, il faut parler de la cible des antibiotiques. Alors, pour connaître la cible d'un antibiotique, il faut connaître la structure globale d'une bactérie. Donc, une bactérie, une cellule bactérienne, parce qu'une bactérie c'est une cellule, hein, c'est une unité structurelle et fonctionnelle indépendante qui fait partie des prokaryotes. Donc ça veut dire il n'y a pas de noyau en fait. Mais il y a bien de l'ADN qui va se répliquer, etc. Bon, il y a bien des gènes au niveau de cet ADN. Et puis nous, on fait partie de ce que l'on appelle des organismes eucaryotes, c'est-à-dire qu'on est constitué par des cellules qui ont un noyau vrai à l'intérieur duquel il y a ce fameux trésor que l'on appelle le programme génétique et qui est très précieux et qui ne doit pas sortir du noyau. Si quelque chose doit sortir du noyau, et on pense à la transcription, à l'ARN messager, qui est une copie d'un certain gène, eh bien, la fabrication de l'ARN messager se fait dans le noyau, mais la traduction de cet ARN messager va se faire dans le cytoplasme. Le noyau, il est réservé pour garder bien au chaud, entre guillemets, et en sécurité, le programme génétique dans son ensemble. Alors, une bactérie a une structure, évidemment. Donc, il y a une membrane, paroi, etc., cytoplasme, de l'ADN, etc., des organes, voilà. Alors, mode d'action des antibiotiques, ça peut être, d'une part, inhiber la synthèse de l'ADN. Donc si un antibiotique inhibe la biosynthèse de l'ADN, on pense à la réplication semi-conservative, eh bien l'antibiotique va faire en sorte que la bactérie, si l'ADN est inhibé, si la synthèse de l'ADN est inhibée, automatiquement Alors je regarde à droite et à gauche des fois parce que je suis sur un parking en fait, il y a du monde qui passe. Bon, je suis curieux. Hein. Donc inhiber la synthèse de l'ADN, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, ce serait empêcher la synthèse de la paroi bactérienne. Donc ça, c'est une deuxième possibilité pour l'antibiotique. Troisième possibilité, ce serait désorganiser la membrane plasmique. Tout à l'heure, on parlait de paroi, mais dans la paroi, c'est la partie externe de la bactérie, et dans la partie plus interne, il y a la membrane plasmique que l'on trouve dans toutes les cellules d'ailleurs. Alors que la paroi, on ne la trouve pas dans toutes les cellules, pas chez nous, en tout cas chez les humains. On trouve chez les plantes une paroi. Bon. Chez les bactéries, il y a une paroi également. Donc, désorganiser la membrane plasmique ou la paroi, hein, ça peut être le rôle des antibiotiques. Et puis, ça peut être également stopper la biosynthèse des protéines. Tout à l'heure, on a parlé d'ARN messager, qui est un messager du gène, d'un gène précis. Et l'expression de l'ARN messager va donner une protéine. Eh bien, si on empêche la biosynthèse des protéines en inhibant la transcription, par exemple, et la traduction, eh bien, automatiquement, il y aura pas la bactérie ne va pas avoir ses propres protéines enzymatiques ou de structure, etc. Et dans ces conditions-là, la bactérie ne pourra pas se développer. Ça peut être également bloquer la production de vitamine B9. Alors, je vous laisse le plaisir d'essayer de trouver quel est le rôle de la vitamine B9. Allez faire un petit peu de recherche également. Travaillez un petit peu aussi, vous. Hein. Ne faites pas que de m'écouter. Vous devez prendre un stylo, prendre des notes,
faire des recherches et compléter vos informations par mon explication, par exemple. Mais ce n'est pas une obligation non plus, hein. Donc les antibiotiques sont des molécules qui sont produites par des micro-organismes pour lutter contre les bactéries. Donc on comprend que leur mode d'action puisse empêcher les bactéries de se développer, de vivre en quelque sorte. Donc la compréhension de leur mode d'action à ces antibiotiques permet de disposer aujourd'hui de plusieurs familles d'antibiotiques. Alors, ça peut être des antibiotiques qui sont produits de manière tout à fait naturelle par certains micro-organismes, autres que les bactéries, hein, et ça peut être également des molécules qui sont fabriquées artificiellement par l'homme. Quoi qu'il en soit, on peut tester leur efficacité sur telle ou telle bactérie, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de bactéries, il y a beaucoup de types d'antibiotiques différents, et une bactérie peut être sensible à plusieurs antibiotiques, comme elle peut très bien être naturellement résistante à certains antibiotiques. Voilà. Alors, on peut pour essayer de voir si une bactérie est résistante ou pas, on fait ce que l'on appelle un antibiogramme. Ça veut dire qu'on a des bactéries qui sont prélevées chez un malade et qui vont être cultivées sur un milieu de culture approprié. Donc dans une boîte de pétri, en fait, on met des éléments nutritifs, donc des nutriments, etc., qui vont plaire aux bactéries, parce que les bactéries ont besoin de manger, entre guillemets, alors pas de manger, mais parce que le système digestif n'est pas comme chez nous, hein, c'est pas la même chose, mais une bactérie a besoin de nutriments pour vivre. Ne serait-ce que, par exemple, des acides aminés lors de la biosynthèse des protéines. S'il n'y a pas les acides aminés, les 20 acides aminés, bah, la pauvre bactérie, bah, elle ne va pas pouvoir vivre. Donc, on met des pastilles dans ce milieu de culture dans lequel on a étalé des bactéries. On met des pastilles qui contiennent chacune un antibiotique différent et on les dispose donc sur le milieu de culture. Donc, par exemple, au milieu, on met une pastille de tel ou tel antibiotique, et autour de ce milieu, entre le milieu et le bord de la boîte de pétri, on met par exemple 4 autres antibiotiques, donc pastilles qui contiennent des antibiotiques différents. On met en culture pendant 24 heures, 48 heures, ça dépend, à 37 degrés à peu près. Température optimale, hein, une bonne température pour le développement des bactéries qui se divisent toutes les 20 minutes. Hein. Bon. Et là, à ce moment-là, donc, ça correspond bien à ce que l'on appelle un antibiogramme. Donc on s'aperçoit qu'il y a autour de la pastille, pour certaines pastilles, il y a un grand vide. Et ce grand vide circulaire montre que l'antibiotique a détruit les bactéries. Donc s'il y a un vide autour d'une pastille, un vide circulaire d'une certaine épaisseur, ça veut bien dire qu'il n'y a pas les bactéries. Or, qu'est-ce qui a tué les bactéries? Qu'est-ce qui les a empêchées de se développer? Eh bien, ce sont bien les pastilles qui contiennent l'antibiotique. Donc, autrement dit, ce n'est pas la pastille en elle-même, évidemment, mais c'est bien l'antibiotique. Donc là, on a testé, par exemple, 5 antibiotiques. L'un peut très bien être efficace en empêchant les bactéries de se développer. Et puis, vous avez une autre pastille, donc un autre antibiotique, où le cercle de destruction est un petit peu moins important. Donc ça veut dire que les bactéries sont sensibles également, mais sont moins sensibles que la première pastille où le cercle de destruction était beaucoup plus important. Et puis vous pouvez très bien avoir 2 autres pastilles où il ne se passe rien, ça veut dire que les bactéries ont continué à se développer même autour de la pastille, donc autour des 2 antibiotiques qui étaient encore différents. Donc là, ça veut dire que les bactéries sont résistantes, alors que précédemment, là où il n'y avait plus de bactéries, les bactéries étaient sensibles à l'antibiotique. Donc concernant le malade, évidemment, on va lui donner l'antibiotique pendant un certain temps, une semaine à peu près, ou peut-être moins, bon, et puis on lui donne l'antibiotique qui correspond, donc qui permet de détruire réellement la bactérie correspondante. Or, si vous avez remarqué, souvent lorsque vous allez chez le médecin, vous êtes malade, ça nécessite
un traitement antibiotique malgré le fait que l'on dise éviter les antibiotiques. Mais quelquefois, le médecin vous donne un antibiotique qui peut agir sur plusieurs types de bactéries. C'est-à-dire que ce n'est pas ciblé. On ne vous fait pas d'abord de prélèvement pour voir il s'agit de quelle bactérie. On vous donne directement l'antibiotique qui a un large spectre d'action. Alors, personnellement, je m'étonne un petit peu de cette pratique parce que si on voulait cibler vraiment le bon antibiotique, il faudrait faire une préanalyse dans le sens où c'est pas dangereux en fait. Ah non, je crois que j'allais avoir une coupure. C'est pas dangereux dans le sens où évidemment il n'y a pas d'urgence. Si on parle de méningite bactérienne, etc. À ce moment-là, oui, faut donner un antibiotique à large spectre au niveau duquel on est sûr que l'antibiotique va agir. Ou on peut très bien donner plusieurs antibiotiques dans un seul. Bon bref, tout ça c'est un autre problème. C'est un peu pour vous dire que je ne suis pas trop d'accord que l'on donne directement n'importe quel antibiotique en espérant que ça marche à peu près pour la bactérie. Bon, donc il y a quelqu'un que je connais qui va me dire un petit coucou. J'espère que non, entre parenthèses, j'aimerais bien, mais comme j'enregistre, je préfère pas. Alors, donc, je vais lui faire un petit coucou quand même, hein. Donc on peut faire une petite pause là. C'est Tommy. C'est quelqu'un que je connais. Alors pour vous dire la petite histoire, je suis sur le parking d'un hôpital à Mont-Saint-Aignan. Vous connaissez Mont-Saint-Aignan dans le 76 à côté de Rouen. Donc je suis à la clinique du Belvédère et ma fille vient de mettre un enfant au monde, une petite Maëlle. Alors ça c'est entre nous, hein. Ça n'a rien à voir avec le cours, mais bon. Et puis alors pourquoi je suis là et pas dans la chambre avec ma fille pour être avec le bébé aussi. Bon, il y a mon petit-fils qui est parti là-bas aussi. Et donc c'est le fameux Tommy en fait qui est le mari de ma fille qui a emmené mon petit-fils dans la chambre parce que lui il a le droit, mais moi j'ai pas le droit parce que je ne fais pas partie, je ne suis ni le mari ni je ne fais pas partie de la fratrie, c'est ma fille et à cause du Covid, donc c'est pour empêcher c'est pour limiter les infections Covid en fait, le SARS-CoV-2. Donc c'est pour ça que j'ai pas le droit d'y aller, mais bon je me rattraperai plus tard. C'est un petit peu triste, mais bon, on va s'y faire, ça donne un petit peu de suspense dans la vie. Mais ça, c'est entre nous, hein, vous n'en parlez pas, évidemment. Alors, on continue avec nos antibiotiques. Alors, la résistance, c'est une résistance, évidemment, qui se transmet. Alors, si vous voulez plus d'informations, allez voir, il y a une source d'informations au niveau de l'INSERM. Hein, vous tapez résistance aux antibiotiques, vous allez tomber sur des articles intéressants. Alors, donc une résistance qui se transmet. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une résistance qui se transmet? Voilà. Eh bien, les antibiotiques, il y a en quelque sorte, lorsque l'on donne des antibiotiques, des bactéries qui deviennent résistantes. Donc, il y a en quelque sorte une sélection de bactéries résistantes. Donc, ça veut dire que il y a plusieurs. Alors, il faut parler sur plusieurs points de vue. En fait, on peut parler de rejet d'antibiotiques par les industries productrices d'antibiotiques elles-mêmes et qui vont rejeter ces antibiotiques qui vont se retrouver à un moment ou à un autre dans les eaux usées. Alors ça, c'est embêtant, évidemment, d'autant plus que ces eaux usées vont servir non seulement pour l'alimentation du bétail, donc des animaux, des vaches, des cochons, des poules, etc., mais l'alimentation également de la population humaine. Donc ça veut dire que vous avez beau avoir une purification de l'eau, eh bien, il y a quand même les antibiotiques sont des molécules qui ne sont pas arrêtées comme ça n'importe comment. Donc on peut les retrouver dans la population humaine. Alors évidemment, il y a des organismes compétents, on va dire, relativement compétents, qui surveillent et qui vérifient que tout va bien, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc alimentation. Alors, il y a également, donc, au niveau des antibiotiques, pour une amélioration de l'élevage, pour les soins du bétail, etc., on donne également des antibiotiques
Donc ça veut dire quand vous achetez de la nourriture, etc., sans doute que l'élevage a été soumis aux antibiotiques également. Alors, c'est un petit peu sombre tout ça, on n'en parle pas trop dans les médias, mais il y a des choses bizarres qui se passent. Bon. Et automatiquement, lorsqu'il y a des déjections du bétail, ça peut se retrouver dans les eaux usées. Et encore une fois, on a à côté des industries productrices d'antibiotiques, on a donc tous ces élevages, etc., qui, qui mettent dans les eaux usées, en fait, des antibiotiques parce qu'on en a eu besoin pour le bétail ou parce qu'on a fabriqué des antibiotiques, puis à un moment donné, il faut bien qu'on en rejette dans les eaux usées. Bon, bref. Alors, également, les antibiotiques, ça peut servir pour les soins. Si une personne est malade et en urgence, il faut un antibiotique, bon, bah, on soigne bien la personne. Bon. Donc, population humaine a besoin d'antibiotiques dans certains cas, notamment au niveau des hôpitaux, mais pas que au niveau des hôpitaux. Ça peut être des patients, vous avez un médecin généraliste, sans doute que quelquefois, il vous donne des antibiotiques. Bon. Alors, quelquefois, vous dites « je veux un antibiotique » et le médecin il vous donne l'antibiotique. Ça, personnellement, j'ai eu le cas. On dit on veut un antibiotique, mais le médecin il n'est pas trop contre. Bon, moi je suis pas trop d'accord pour que le médecin soit pas trop contre, mais bon, qu'est-ce que nous on peut faire face à la politique, face au corps médical, etc. On n'a pas trop la loi. Hein. Bon, alors. Donc, dans la population humaine, on a une densité importante de population. On a évidemment des hospitalisations et des voyages à travers le monde, évidemment. Et puis, on a donc des gens qui sont malades, qui doivent subir des traitements antibiotiques qui sont justifiés. Bon. Et les bactéries, eh bien, certaines bactéries deviennent résistantes. Alors, il peut arriver que vous entrez dans un hôpital, vous n'êtes pas malade, par exemple, vous accompagnez un malade, vous n'êtes absolument pas malade, et vous en ressortez malade. Pourquoi? Parce que dans l'air des hôpitaux, vous pouvez avoir des bactéries qui se baladent. Il y en a beaucoup plus dans les hôpitaux qu'ailleurs. Là, par exemple, je suis sur un parking, dans ma voiture. Enfin, c'est pas ma voiture, mais bon, c'est presque ma voiture. Peu importe. Eh bien, dans l'air, il y a des molécules, il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, etc. Il y a du dioxyde de carbone, mais il n'y a pas que ça. Il y a des particules toxiques. Il y a des choses qui se baladent dans l'air, bon, des micro-organismes, des molécules, etc. Bon, bref. Donc, l'utilisation systématique d'antibiotiques pendant plusieurs décennies dans différents pays et dans différents domaines s'est accompagnée de l'apparition de bactéries qui étaient résistantes, et non seulement résistantes à un antibiotique, mais résistantes à plusieurs antibiotiques, autrement dit qui étaient multirésistantes. Et cette résistance se transmet. Pourquoi? Parce que ça vient d'une mutation qui fait que on obtient des bactéries résistantes. Génétiquement, cette transmission se transmet. D'autant plus facilement que les bactéries, elles, pour se diviser, elles se divisent en deux, et puis on obtient deux bactéries. Bon, voilà. Les bactéries hautement résistantes émergentes sont apparues, on les appelle les BHRE, donc elles sont très surveillées, évidemment. Et leur sensibilité à seulement une ou deux classes d'antibiotiques rend les traitements difficiles et pourrait conduire à plus ou moins à long terme à une impasse thérapeutique. Donc ça veut dire que vous avez des bactéries qui sont résistantes à un antibiotique, mais qui peuvent être éliminées avec d'autres antibiotiques. Et puis, vous avez certaines bactéries qui sont résistantes à un seul antibiotique et pas aux autres. Mais vous en avez qui peuvent être résistantes à, si par exemple vous testez 10 antibiotiques, elles peuvent être résistantes à 9 antibiotiques. Donc ça veut dire que si on est contaminé par cette bactérie, on n'est pas bien, quoi. Sauf si on met le 10e antibiotique efficace. Oui, mais bon, les choses ne sont pas si simples. Donc si on regarde le nombre de signalements de bactéries hautement résistantes, en regardant le graphe ou le diagramme nombre de signalements en fonction des années, donc on parle de 2012 pour aller vers 2017, eh bien le nombre de signalements augmenté. On est passé de 300 en 2012 à 800 en 2017. Donc là, vous voyez bien que le nombre de signalements de résistance d'antibiotiques
a en quelque sorte été multiplié par, on est passé de 300 à 900, donc a été multiplié par 3 en l'espace de 2012 à 2017, donc en espace de quelques années, en 5 ans à peu près. Donc c'est quand même grave, hein, c'est quand même très important, hein. C'est un grand problème de santé publique, hein. Alors, l'acquisition de la résistance aux antibiotiques, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, alors on peut réaliser une activité pratique, hein, vous pouvez trouver ça sur Internet. L'étude expérimentale va donner un résultat qui est présenté, donc je vais vous en parler. Et l'objectif, c'est de déterminer si des bactéries sensibles à un antibiotique peuvent devenir résistantes. Autrement dit, c'est un petit peu des manipulations de laboratoire, alors qui peuvent être dangereuses, en fait, hein, on peut le dire, hein. Pourquoi dangereuses? Eh bien parce que les scientifiques qui travaillent sur une bactérie résistante et qui s'arrangent pour qu'elle devienne, sur une bactérie sensible, pardon, et qui s'arrangent pour qu'elle devienne résistante, eh bien ça veut dire que l'homme crée des bactéries résistantes. Et s'il y a un échappement de ces bactéries, eh bien c'est un problème, hein. Et la même chose, un peu la même chose est faite au niveau de l'étude des virus, hein. On étudie, vous avez des laboratoires dans différents pays qui étudient les virus, hein, et on peut soupçonner le Covid. Enfin, la Covid, c'est la maladie, le SARS-CoV-2, c'est le virus qui donne la maladie, la Covid. Eh bien, on peut soupçonner, hein, donc des études de laboratoire où il y a eu un échappement de virus qui a contaminé la planète entière. Bon, ce sont des soupçons. Maintenant, on ne sait pas trop si c'est dû à un animal ou si c'est dû à des manipulations génétiques au niveau desquelles il y a eu un échappement de virus. Bon, ça c'est une parenthèse, mais on peut se poser la question quand même. Alors évidemment, cette étude nécessite de respecter des conditions de sécurité. Alors il ne s'agit pas de le faire dans les collèges, hein, ou au lycée, hein. Donc une telle étude nécessite le respect des conditions de sécurité. Elle s'effectue sur des bactéries qui ne sont pas pathogènes. Alors pas pathogènes, hein, ça me fait un peu rire des fois parce que si vous prenez Staphylococcus aureus par exemple, la bactérie, bon c'est pas trop pathogène, hein, mais quelquefois quand même ça le devient beaucoup pathogène. Bon. Alors on a une première boîte où on met une culture, on met 0,1 ml, peu importe la quantité, sur un milieu sans antibiotiques. La boîte est recouverte d'un tapis de bactéries qu'il est impossible de compter. Alors on fait une culture en fait, donc on fait la culture sur un milieu sans antibiotiques, on étale en fait des bactéries et puis on ne met pas d'antibiotiques. Bien on s'aperçoit au bout de 24 heures à peu près, après avoir été mis à 37 degrés dans un endroit chaud, spécial, bien protégé, et on s'aperçoit qu'il y a tellement de bactéries, tellement de petites colonies de bactéries qu'on ne peut pas les compter, c'est pas possible. Alors il y a une méthode subtile pour réussir à compter les bactéries résistantes, c'est de faire ce que l'on appelle une dilution. Donc là, si par exemple sur cette même culture on fait une dilution à 10-7, on obtient 10 colonies. Donc ça veut dire que si on obtient 10 colonies, ça veut dire qu'il y a des bactéries qui se sont développées, ça c'est une évidence, dans le milieu sans antibiotiques. Et on fait dans une deuxième boîte B une culture, donc on met toujours la même quantité, 0,1 ml, donc dans une culture qui n'est pas diluée, eh bien on met sur un milieu avec antibiotiques et on dénombre qu'il y a 15 colonies. Donc je répète, hein, qu'on prend en fait 3 boîtes de pétri. On fait dans la première boîte de pétri, on étale en fait des bactéries et puis on regarde ce qui se passe et on s'aperçoit que la boîte de pétri elle est pleine de bactéries. Si on fait une dilution de ces 0,1 ml à 10-7, on fait une dilution jusqu'à obtenir 10-7, voilà, eh bien la dilution est tellement importante que on peut voir des bactéries. Voilà, on en compte une dizaine ou une quinzaine à peu près, et ça veut dire que
entre la première boîte de pétri et la seconde, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la dilution, le niveau de dilution très important pour la deuxième boîte de pétri. Et on voit bien donc des colonies isolées. Et ensuite, à partir de ces colonies isolées, on peut faire différentes études, hein, tant que la bactérie n'est pas pathogène. Et dans notre troisième boîte de pétri, eh bien, on met en fait l'antibiotique. Donc on met toujours la même bactérie, mais avec antibiotique dans le milieu de culture. Donc on étale ces bactéries et il n'y a pas de dilution. Et on s'aperçoit qu'il y a une quinzaine de colonies. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'avec l'antibiotique, qui était censé au départ détruire les bactéries, eh bien puisqu'on a quand même des colonies, et les colonies c'est un ensemble de bactéries, hein. Une colonie c'est obtenu à partir, vous avez une bactérie au départ qui va se multiplier par 2, en 2, puis en 4, 8, 16, etc. Et au bout de 24 à 48 heures, il y a un nombre incroyable de bactéries par colonie. Donc là, on s'aperçoit que lorsqu'il y avait l'antibiotique, pour la même bactérie et sans dilution, on avait 15 colonies. Donc ça veut dire que ces bactéries se sont adaptées à l'antibiotique, alors qu'au départ, elles étaient sensibles, et expérience que l'on n'a pas démontrée d'ailleurs, hein, vous devez l'admettre. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter? Eh bien, les antibiotiques ne sont pas mutagènes. Ça veut dire que... Alors, mutagène, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, si vous prenez l'exemple des UV, les UV sur la peau vont modifier, vont détruire une partie de l'ADN de certaines cellules de la peau, et la destruction ou l'abîmement, entre guillemets, va faire qu'on peut très bien avoir un cancer de la peau qui apparaît par mutation génétique, évidemment. Bon, les mutations sont toujours génétiques de toute façon. Donc les UV sont des agents mutagènes. Autre exemple, le benzopyrène dans la cigarette est un agent mutagène. Ça veut dire qu'il va agir au niveau de l'ADN de certaines cellules pour transformer la cellule en cellule cancéreuse. Donc voilà ce que c'est un agent mutagène. Et là, on dit que les antibiotiques ne sont pas mutagènes. Donc ça veut dire qu'ils n'induisent pas de modification génétique. Donc, quand on a eu l'apparition de bactéries résistantes, ça veut dire que ce n'était pas dû à l'antibiotique, mais c'était bien dû à quelque chose qui s'était passé au niveau des bactéries, du clone de bactéries. Eh bien, cette modification, c'était bien une mutation. Donc, les mutations conférant aux bactéries une résistance aux antibiotiques apparaissent spontanément. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi précise, ça veut dire que ça apparaît spontanément. Donc, il y a une fréquence faible, évidemment, mais les bactéries qui se divisent très rapidement, on compte une division toutes les 20 minutes, expliquent le fait que eh bien, la résistance, le caractère résistant par mutation, en fait, on comprend bien que c'est facile chez les bactéries qui se divisent très, très activement. Si par exemple, on prenait le cas de l'homme, il vit sa vie, bon, mais au niveau de ses cellules somatiques, des mutations peuvent apparaître spontanément, ça peut être des mutations cancéreuses. Mais ces mutations peuvent aussi être dues à des éléments mutagènes qui vont induire des mutations. Mais là, dans le cas des antibiotiques, l'antibiotique n'est pas mutagène. Donc on explique la résistance par le fait qu'il y a eu des mutations spontanées dans la bactérie qui ont permis à cette bactérie d'acquérir une résistance aux antibiotiques. Alors évidemment, cette résistance, elle confère un avantage sélectif à la souche qui est mutante, bien évidemment, et l'antibiotique, il va détruire les souches sensibles, mais il va épargner les souches résistantes qui vont alors continuer à se développer sans aucun problème. Donc ça veut dire qu'on a un processus qui est un processus de sélection naturelle par mutation au hasard, par mutation tout à fait aléatoire et au hasard. Donc on peut avoir une population de bactéries sensibles, par exemple à la céphotaxime, mais apparition d'un mutant qui est résistant. C'est-à-dire on peut avoir par exemple 20 bactéries que l'on soumet à l'antibiotique que l'on appelle la céphotaxime. Eh bien, toutes les bactéries vont mourir, et puis on s'aperçoit qu'il y en a une qui résiste. Donc ça veut dire qu'on a un mutant résistant à la
céphotaxime. Et si on traite, donc on fait un traitement à la céphotaxime, seul le mutant va résister et va survivre. Voilà. Et le mutant résistant va évidemment se multiplier et la population de bactéries devient résistante à la céphotaxime. Ça veut dire qu'au départ, on avait une bactérie qui était résistante et une seule, par mutation spontanée, donc qui a fait qu'une mutation spontanée a fait par chance pour elle, cette bactérie, que la mutation, que la résistance aux antibiotiques était possible, du moins à la céphotaxime. Et puis comme cette bactérie va se multiplier activement, elle va donner une quantité très importante de bactéries qui seront toutes résistantes. Et imaginons que cette bactérie soit pathogène, eh bien ça veut dire que cette pathogénicité va se répartir dans la population humaine, par exemple, et induire donc un problème de santé majeur, puisqu'alors il va falloir trouver pour cette bactérie un autre antibiotique qui, lui, rendra la cellule enfin qui fera que la bactérie sera sensible et sera détruite. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de cas possibles au niveau du raisonnement scientifique. Alors, qu'est-ce que l'on peut pratiquer pour limiter l'antibiorésistance? Qu'est-ce que l'homme met en place? Alors, beaucoup de choses, évidemment. D'abord, réduire la consommation d'antibiotiques. Ça, c'est important. La France est parmi les principaux pays consommateurs d'antibiotiques. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais, les médecins donnent un peu... Si le patient demande un antibiotique, il ne dit pas forcément non. Bon, déjà, je trouve que ce n'est pas très normal. Il faut qu'il y ait une discussion. Alors, je vous dis ça parce que moi, je l'ai subi. Enfin, pas je l'ai subi, mais j'avais demandé un antibiotique bien précis. Et puis, le médecin a dit oui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas normal. Alors, également, autre pratique pour limiter l'antibiorésistance, c'est mieux cibler leur utilisation. Les antibiotiques sont inefficaces contre les virus. Évidemment, si on a une infection virale et puis que le médecin vous donne un antibiotique, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il m'a donné un antibiotique? Bon, en général, c'est parce qu'il y a souvent des surinfections. Il y a une infection virale qui vous rend malade, mais une fois que le virus a été combattu par le système immunitaire, vous pouvez très bien avoir une fragilisation de l'organisme et une bactérie, à ce moment-là, va pouvoir se mettre en place et vous contaminer. Donc à ce moment-là, on détruit la bactérie, si ça devient trop gênant, par un antibiotique. Bon, mais s'il y a une infection contre un virus seul, eh bien, ce n'est pas la peine de donner un antibiotique. Et ça, tous les médecins le savent, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde, tous ceux qui ont les connaissances, évidemment. Ensuite, troisième pratique pour limiter l'antibiorésistance, c'est bien choisir l'antibiotique adapté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le médecin souvent vous donne un peu tout et n'importe quoi, et en espérant que ça ait bien une action sur la bactérie. Or, l'étude de la bactérie n'a pas été faite en amont avant de donner en aval un antibiotique. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal non plus. Donc, il faut bien choisir l'antibiotique adapté sans recourir systématiquement aux antibiotiques dont l'usage doit être réservé aux cas difficiles. Bon. Alors, favoriser également la vaccination contre telle ou telle bactérie. Favoriser la vaccination, alors antibactérienne et antibactérie évidemment, mais on peut se poser la question pour le SARS-CoV-2, vaccin, oui, il faut se faire vacciner, c'est évident. Bon. Mais ça, c'est un virus, ce n'est pas une bactérie. Donc, limiter l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages. Tout à l'heure, on avait parlé des élevages antibiotiques pour améliorer les élevages, les soins du bétail, etc. Pour anticiper ou pour prévenir les bactéries. Quelquefois, on donne des antibiotiques. Pas pour guérir, mais pour prévenir. Et du coup, les antibiotiques se retrouvent dans l'alimentation et dans les eaux usées également. Ça, c'est pas trop normal non plus. Bon. Éviter la contamination de l'environnement également. Tout à l'heure, on vous a parlé des eaux usées dans lesquelles on retrouve des antibiotiques. Ça, c'est pas normal non plus. Alors, favoriser la recherche et la mise en œuvre d'alternances pour diversifier les traitements. Par exemple, on peut avoir des virus bactériophages qui permettent le traitement, dans le sens où les bactériophages sont des virus qui pénètrent dans les bactéries. Mais encore une fois, là, c'est les études
scientifiques peuvent conduire à des résistances d'un autre ordre, même de virus qui peuvent devenir très pathogènes, etc. Bon voilà, donc on a bien compris hein, le rôle des antibiotiques. Maintenant, bon, il y aura encore beaucoup à dire, hein, évidemment. Hein. Donc la résistance aux antibiotiques, c'est une grave menace pour la santé. On a bien vu l'origine de cette biorésistance à travers les mutations, qui donnent un caractère favorable à une bactérie qui va alors pouvoir résister à tel ou tel antibiotique. Et comment est-ce qu'on peut la limiter? Eh bien, il faut faire des pratiques pour limiter l'antibiorésistance, des pratiques humaines, avec donc ce que je vous ai cité tout à l'heure. Réduire la consommation d'antibiotiques globalement, mieux cibler leur utilisation, bien choisir l'antibiotique adapté, favoriser la vaccination, limiter l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages, éviter la contamination de l'environnement, et puis favoriser la recherche et la mise en œuvre d'alternatives pour diversifier les traitements. On a pris l'exemple des bactériophages. Bon. Donc j'ai répété hein, ces quelques pratiques pour limiter l'antibiorésistance. Voilà, bon, j'aurais encore envie de vous parler un petit peu, mais bon, je vais arrêter hein, parce que c'est un cours relativement simple. Hein. Bon, antibiotiques, oui, mais si on peut l'éviter, oui. Infection virale, pas d'antibiotiques. Voilà, maintenant, le cours est terminé. Merci. Alors, je vais essayer de pas trop bouger parce que il y a une inversion. Je suis toujours là et là.